cette nouvelle causerie du 20 juin 2014, à midi, je voudrais aborder, dans le prolongement de mes précédentes vidéos, la question de la représentation du progrès. La représentation du progrès, elle peut être formalisée au niveau astrologique, parce que tout cycle est censé aboutir à un certain progrès. Dans sa phase terminale, il doit y avoir une transcendance, un dépassement des clivages, un dépassement des différences. C'est la fonction martienne, si on veut, par opposition à la fonction vénusienne, qui est au contraire de créer de la biodiversité et de la floraison, de la luxuriance des possibilités. Et le passage, finalement, c'est le passage de la puissance à l'acte que le passage de Vénus à Mars. Alors, là où il y a un problème, c'est que dans l'absolu, le dépassement des clivages, ce serait aussi le dépassement des différences de genre et de sexe, dans la logique absolue. Et on comprend bien que dans cette dynamique de dépassement et de progrès, certains aient trouvé bon de proposer le dépassement des différences sexuelles, en tout cas leur marginalisation. D'où la théorie du genre, etc. Mais il y a une erreur dans cette façon de penser la chose. Et cette erreur, elle tient au fait tout simplement que un cycle est un cycle, et que s'il a une phase terminale, il doit également laisser la place à une nouvelle phase initiale, où, à ce moment-là, justement, la différence reprend ses droits. Donc, nous sommes constamment ballottés, en quelque sorte, par une pulsion de diversité et de multiplicité, et par une pulsion d'unicité et de dépassement des différences, dans une sorte de mouvement perpétuel. Et par conséquent, il faut mettre en perspective la question du progrès et lui apporter des limites qui sont justement celles de la sexualité, car cette sexualité est précisément au cœur même de la sexualité dont tout le système humain est tributaire. Donc là, il y a une sorte de tabou, d'interdit du dépassement sexuel qui s'impose. Mais on comprend en effet que dans une vision un petit peu schématique et philosophique et insuffisamment fondée sur les réalités cycliques, les impératifs cycliques, on peut en effet comprendre que dans l'esprit, je ne dis pas des femmes, mais dans l'esprit d'un certain nombre de philosophes, de penseurs, de politiciens, de sociologues, il puisse y avoir comme en ligne de mire cette idée d'un dépassement des sexes. Et c'est là un contresens qui est excusable et qui montre les limites de la philosophie, car cette philosophie, elle, semble ne pas vouloir intégrer les notions de masculin et féminin. Or, je pense qu'il ne peut pas y avoir de philosophie saine sans une conscience de la dualité de masculin et féminin, et également dualité du temps. Donc dualité de l'espace, dualité du temps. Et c'est ce qui manque cruellement à la pensée philosophique. Car, en fin de compte, cette pensée philosophique, elle ne peut pas être matricielle, car elle dépend elle-même de la matrice cyclique. Et j'en ai déjà parlé, la matrice cyclique qui va justement agir sur le plan linguistique, sur le plan sémantique, et faire en sorte que les différents signifiants trouvent
variera selon la phase dans laquelle on se trouve. En ce sens, la philosophie est tributaire d'une science du langage qui est elle-même tributaire d'une science psychique. Et elle ne peut, elle doit s'inscrire elle doit respecter ce découpage typique, et ce découpage synchronique et donc diachronique. Et c'est là qu'il y a un refus. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre d'ailleurs les travaux et les préoccupations d'un Marc Bloch à propos de la nouvelle histoire dans l'école des annales, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces sciences humaines ont besoin d'un substrat. Alors, est-ce que Bloch pensait à l'astrologie? Évidemment pas. Mais il pensait à la démographie, il pensait à l'économie aussi, donc il pensait quelque part à des formes de cyclicité. Il se trouve qu'à son époque, l'astrologie n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, et donc elle ne faisait pas partie de son champ intellectuel, enfin je le suppose. Mais néanmoins, le problème reste posé sur quel socle asseoir les sciences humaines, les sciences sociales. Et ma réponse, c'est sur le socle cyclologique que j'ai mis en place, qui est celui de l'astrocyclon, et qui intègre cette dualité du masculin et du féminin, et cette dualité, je dirais, diurne et nocturne, si on veut, cette dualité du temps qui nous est quand même bien familière à plus d'un titre. En rappelant d'ailleurs que le temps a plusieurs sens en français, c'est à la fois le temps qui passe, mais c'est le temps qui fait. Et les saisons nous renvoient à cette ambivalence. Puisque en été, on n'a pas le même temps, ce n'est pas non plus le même temps qu'en hiver. C'est ça. Donc, il y a une symbolique intéressante. Il faut donc ne pas dépasser les bornes, on peut dire, et ne pas évacuer, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ne pas évacuer cette dualité au nom d'un progrès qui, en fin de compte, n'est jamais définitif et qui a besoin, pour se ressourcer, de redémarrer un nouveau cycle et donc de redémarrer une dualité. Donc ce progrès, il n'existe pas autrement que dans la dualité et que dans le recommencement. Et donc finalement, pour qu'il y ait un nouveau aboutissement, il faut qu'il y ait un nouveau départ. Et c'est cette dure réalité qu'il faut accepter par-delà les principes du plaisir. Et ce d'autant plus que le progrès, en réalité, c'est-à-dire l'avancée, c'est-à-dire le renouvellement, et surtout le dépassement des différences, le recentrage, car le progrès, quelque part, c'est aussi un processus de recentrage. Parce que le recentrage, c'est le dépassement des différences. Mais avec ce bémol, qui est que ce recentrage ne passe pas par le dépassement du masculin et du féminin, et que, bon, j'en ai parlé suffisamment dans d'autres vidéos, et qu'il y a une phase initiale où masculin et féminin sont dans une dualité extrêmement intéressante et fécondante, dans une interpénétration, dans une fusion. Donc paradoxalement, ce n'est pas en fin de parcours que la fusion entre masculin et féminin se produit, mais en début de parcours. C'est là qu'il y a un obstacle épistémologique, si on peut dire. En réalité, le progrès, au sens du rapport masculin-féminin, il est, entre guillemets, il est dans le retour justement d'un nouveau cycle, un nouveau commencement, où l'homme et la femme sont de plein pied, sont sur le même pied, et où ils convergent vers l'idée de procréation, de progéniture, et de survie de l'entité familiale que cela implique. Donc en réalité, ce progrès dont voudrait nous faire accepter, c'est en réalité un processus de recommencement. Et à contrario, bien évidemment, l'autre progrès qui est celui d'un véritable dépassement des différences, et là je renvoie aussi aux travaux de Michel Foucault sur le néolibéralisme, qui est favorable justement à cette phase progressiste qui est en réalité une phase de commencement ou de recommencement,
l'autre progrès, c'est le progrès de l'unité, c'est le progrès de la centralité, qui va à l'encontre, quelque part, du progrès tel que les femmes le conçoivent, qui est un progrès finalement sur une grande biodiversité, sur une grande idiosyncrasie, individualité. Eh bien, ce progrès martien, par opposition à un progrès vénusien, et on passe de la phase vénusienne à la phase martienne au bout de 3 ans et demi du cycle de Saturne, ce progrès martien, il est un progrès qui se joue entre hommes. C'est ce qu'on pourrait appeler la paix des braves, c'est-à-dire que des gens qui ont pu s'opposer et se combattre en phase vénusienne, et la phase vénusienne, avec cette biodiversité, n'empêche nullement les affrontements et les malentendus et les replis, c'est pas du tout incompatible. Eh bien, ce progrès martien, c'est la paix des braves, c'est-à-dire c'est le fait que des adversaires se réconcilient, que des gens qui ne se fréquentaient pas se rejoignent, et on pense évidemment à l'Union européenne qui va rassembler quelques années après la fin de la guerre, dès les années 50, les ennemis d'hier, les humiliés et les vainqueurs d'hier, autour du marché commun, autour du traité de Rome, qui est centré autour de 3 pays, de 4 pays, si on veut, enfin il y en a 6 en fait, qui ont été prodigieusement opposés, bien que l'Angleterre ne fasse pas partie de ce premier marché commun, on rejoindra que dans les années 60. Là, on a un phénomène de paix des braves, où je crois que les questions, les sensibilités nationales doivent être mises en veilleuse, et où les femmes n'ont pas véritablement leur mot à dire. En tout cas, pas de manière très positive. Ça, évidemment, il faudrait l'étudier de manière. Moi, ce que je dis, ça doit donner naissance à tout un nouveau courant historique et sociologique. De toute façon, je ne prétends pas en avoir fait le tour, d'avoir étudié le sujet. Je propose un modèle de recherche, un paradigme. Donc, voilà. Les hommes ont le dernier mot, mais ils doivent s'entendre entre eux, ils doivent s'unir, ils doivent dépasser leurs différences. Et puis, là on tombe dans le schéma camusien, en quelque sorte, du fil de Sisyphe, et puis malheureusement, on est monté en haut, et puis ça redescend. Ça redescend, parce que c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est ça qui est un petit peu absurde, si on peut dire, c'est-à-dire que tout ce processus de montée vers le sommet, donc vers l'unité, au sens nietzschéen du terme, il devient obsolète, il est révolu au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a un temps, il y a un compte à rebours, il y a une course contre la montre qui fait qu'à un moment donné, là c'est trop tard, c'est fini. On a avancé, on a fait des choses, et bien il faut redémarrer à partir de rien, il faut redémarrer le processus, et à ce moment-là, les femmes reviennent sur le devant de la scène, et etc., etc., et le